Brice, c'est un gars de marketing en qui je me reconnais beaucoup. Il fait partie de ces personnes qui ont une longueur d'avance sur moi en business et cela m'inspire. Il vient du milieu du cinéma, des effets spéciaux, il a notamment bossé pour des boîtes comme Netflix ou Disney+. Puis, la pandémie a tout stoppé. Au lieu de subir, il a cherché des réponses sur YouTube, puis il a monté son agence de webinaires à étiquette. Et aujourd'hui, ses clients encaissent des millions. Aujourd'hui, Brice Hubert, il est CEO de Centurion, l'agence qui construit des webinaires à étiquette et qui aide des clients à encaisser des millions. Il a un churn sur son agence qui est remarquable de 2 à 3 ans. Il a même encaissé plus de 15 millions pour l'un de ses clients. Il a une moyenne folle de 100K encaissés par webinaire. Aujourd'hui, on va parler stratégie, tech, relations clients et résilience. Bienvenue à toi, Brice Hubert. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Comment vas-tu? Ça va, dans cette période d'automne, avec le changement de saison. On excusera la voix enrouée de Effectivement. Brice. On m'a dit que ça fait plus suave, donc ça va. C'est ça. On est au Québec, l'hiver arrive. C'est la pire période, je pense. Mais pour plein d'aspects, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai toujours un coup de down à cette période où il faut remettre un peu à plat. Si tu te laisses aller, c'est mort. Et quand tu vois les feuilles qui commencent à partir, Ouais. le temps qui change, la pluie, c'est Tu sais fini. que... Après, ça peut être pas mal. Il y en a plein qui aiment bien cette période parce que c'est des périodes où tu peux lock-in à fond et te concentrer à fond. Moi, c'est pour ça que je suis encore à Montréal. Ok. C'est vraiment le côté hiver et tout. Je sais qu'il y a beaucoup... Parce que moi, je viens du... Bon, on en reparlera. Ouais. Mais je viens du Nil, tu vois, et je suis venu ici pour le froid. Très bizarre comme réponse. Mais le fait que l'hiver permet de se concentrer, c'est ce qui me fait rester aussi beaucoup à Montréal. Ouais. Ma femme, c'est pareil. Hein, les Brésiliennes, elle a connu ses premières neiges en France. Elle est venue ici. Et elle aime l'hiver. Genre, Ouais, non, mais si jamais on fait un 6 mois dans un autre pays, elle veut être là l'hiver. ben, je comprends. Je comprends le délire. Et c'est rarement des Québécois, par contre, qui pensent comme ça. Allez, commençons là-dessus. Explique-nous, Brice, c'est qui, pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, je te connaissais via Instagram. C'était déjà eu plusieurs fois, parce que c'était pas mal actif sur les réseaux. Explique-nous un peu. L'audience est québécoise et française. Let's go. Je te laisse la parole. Qui je suis? Oui. Alors à la base, moi, mon nom c'est Brice Hubert, plus connu sur brice.centurion. Les gens pensent que je m'appelle Centurion dans la vraie vie, mais c'est le nom de la boîte. C'est un bon nom de famille. Ouais. Ça serait stylé. Mais non, c'est pas le cas malheureusement. Je viens de La Réunion, donc je suis pas canadien ni québécois de base. Je suis français, à des 15 000 kilomètres d'ici. Et j'étais, comme tu as dit dans l'intro, dans le cinéma à l'époque. Et j'ai transité vers le marketing. Et donc moi, je suis un gars qui est né sur l'île de La Réunion, dans le soleil, sur des plages à 5 minutes de chez moi, à pied, et je me retrouve dans un pays hivernal. Magnifique. Et comment tu t'es retrouvé ici? Donc, tu bossais dans les boîtes de production Disney+, Netflix, au nord du Québec. Pourquoi là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, là-bas, je suis arrivé au Canada en 2016 pour les études. Donc, j'ai eu mon bac en France, j'avais 17 ans, parce que j'avais eu en août 2016. Ouais. J'avais commencé les procédures un an avant, et en août 2016, j'arrive au Canada, et en fait, à l'époque, je sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui, mais quand les Québécois viennent nous chercher en France dans les écoles, ils veulent mettre des francophones dans les régions, parce qu'il y a beaucoup de Québécois en fait qui partent des régions pour aller vers Québec et Montréal, et du coup ils mettent les Français et les francophones dans les régions pour pouvoir un petit peu remplir les régions. Donc moi j'avais eu accès à une école qui s'appelle le Cégep de Matane, qui est une ville qui est à 8 heures de route dans le nord de Montréal, c'est pas à côté. Et j'ai étudié les effets spéciaux et l'animation 3D, parce qu'à la base, est-ce qu'il y a prescription après de ma sixième, quand j'avais 11 ans, j'ai commencé à télécharger mes premiers logiciels d'effets spéciaux à l'époque, et j'ai commencé à faire des premiers VFX de sable laser, des trucs très très simples. Et donc je suis allé étudier à Matane en 2016 en effets spéciaux là-dedans, et donc j'ai eu mon diplôme en 2019, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai fait 2 ans en industrie j'ai travaillé sur Walking Dead, sur WandaVision, sur The Boys, la série Watchmen aussi, et tout ça jusqu'au Covid. Ok, c'est trop intéressant ce truc-là, avant de Ouais, passer sur la bien côté sûr. marketing. Pourquoi les gens sont au nord? Pourquoi il y a cette activité là-bas? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, donc les Québécois connaissent, mais pour les autres, là, à 8 heures de Montréal, il n'y a vraiment rien, quoi. Il faut vraiment être soit avoir de la famille là-bas, soit être très motivé par l'argent, les mines ou quoi que ce soit, Mhm. soit être un Inuit ou un First Nation Ouais. là-bas. Mais sinon, c'est très particulier d'être là-bas. Il y a absolument rien, quoi. J'ai pas la Gaspésie, c'est quand même un endroit qui est très très chaleureux. Comme je dis à tout le monde, mes 3 meilleures années au Canada, c'était là-bas, Ok. même encore aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont mis ce type d'école de formation dans les régions pour pouvoir dynamiser en fait et rendre attractifs ces régions. Parce que s'il y avait que des trucs basiques comme études, les gens allaient pas faire le déplacement pour aller jusque là-bas. Ok. Parce qu'il y avait des écoles, on va dire, équivalentes à Québec et Montréal,
mais ils ont mis ça, je pense hein, là-bas à Matane pour pouvoir rendre ça attractif. Et aussi parce que, on va pas se mentir, si les grandes compagnies comme Facebook, Meta, etc., Amazon, ils mettent des serveurs de données dans des pays froids, c'est parce que ça refroidit sans que ça coûte de l'électricité. Donc, on avait une école d'effets spéciaux, enfin, un département d'effets spéciaux dans l'école dans le Nord. Et en face de l'école, on avait à l'époque un centre de recherche en motion capture. Donc, c'est les tenues où les gens ils font avatar et tout. On avait un centre de recherche de ça à 200 mètres de l'école. Et donc, tout ça a été mis dans le Nord, je pense, pour pouvoir rendre le Nord attractif et faire en sorte que les gens viennent ici étudier ou travailler. Trop bien. Trop bien. Le Covid frappe. Ouais. Tout s'arrête. Ça, c'est un enchaînement. Parce que c'est très marrant. Moi, j'étais à Matane en début. Et avant d'arriver à Montréal, j'ai habité à Québec. Québec pendant 1 an. J'ai habité là-bas. Et puis, je travaillais dans une boîte qui s'appelle Rodeo FX. Salut à tous les gars qui me connaissent de là-bas et que je reconnais, qui voient cette vidéo. Et je me rappelle à l'époque où le Covid est arrivé, on travaille sur de la prod de Disney ou Marvel, etc. Et c'est des dossiers qui sont extrêmement sensibles où t'as pas le droit d'avoir ton téléphone dans les studios parce que y a les leaks, etc. Tu vois. Et le Covid hit, et là en fait, ils te disent il y a plus de tournage de film. Tout le monde est sur pause. Et moi je me rappelle, je dis à mes potes du studio, je me revois lever mon sac, prendre mon sac et dire les gars, adieu. Mais genre en mode blague parce que on allait revenir peut-être un de ces quatre. Et là on rentre tous chez nous et une semaine après en fait ils se rendent compte que ils peuvent pas stopper la prod. Donc ils nous envoient le matos chez nous et là ils nous mettent des VPN sécurisés, machin, etc. pour pouvoir en fait faire le travail à distance depuis chez nous. Donc là tout le monde était en mode ok c'est sûr que les films vont leak. Pas du tout ça. Ça a pas tant leaké que ça. Et du coup j'ai travaillé là-bas. Et la partie licenciement c'est parce que j'ai décidé avec mon ex-copine de l'époque, on était à Québec et on s'est dit tant qu'on a travaillé chez nous, venez je vais déménager à Montréal parce que je suis déjà en télétravail. Ouais. Donc ça change rien que je sois à Québec ou Montréal, c'est le même fuseau. Et je déménage à Montréal et en fait ils me disent je décide de déménager en premier. Et une fois que j'ai décidé de déménager et qu'on est dans les cartons, je pense à dire à ma team au fait les gars je déménage à Montréal. Et là ils me disent ah ben non tu peux pas, t'es affilié au bureau de Québec. Du coup on va devoir mettre fin au contrat parce qu'en fait j'étais affilié au bureau de Québec et je pouvais pas décaler à Montréal. Bon je pense que dans la logique on essaie de trouver une façon de sauver des coûts parce que je comprends pour une boîte après coup. Et du coup, je me suis retrouvé à déménager à Montréal sans travail. Okay. Donc pendant 1 mois, j'étais sur LinkedIn à texter des directeurs d'effets spéciaux en disant les gars, vous cherchez pas un compositeur d'effets spéciaux, c'était mon rôle à l'époque. Et j'ai pu trouver du coup un taf en composition, en comp chez Squeeze Animation Studio, où on a travaillé sur la série What If, une série animée de Marvel sur Disney+, la saison 1, que je peux parler maintenant. Et en fait, c'est à ce déclic-là où je me suis dit tiens, on peut disposer de moi comme ça, quoi. Et là, tu t'es dit non, plus jamais. Et là, je me suis dit, avant de me dire plus jamais, je me suis dit, attends, je vais trouver une solution. Je vais voir qu'est-ce qui est possible. Parce qu'en fait, quand j'étais à Matane, je faisais un petit peu de community management. J'étais payé par une boîte de prod et je faisais un peu une agence de com. En fait, j'étais payé $200, je pense, pour faire des posts sur Insta pour des petites boîtes. Et je faisais un peu de ça, mais j'avais pas de compétences techniques en marketing, j'étais très très tech. Ouais. Et du coup, en fait, c'est là où je me suis dit, quand le licenciement est arrivé, je me suis dit, attends, soit je continue comme ça et je vais au gré de comment on va l'industrie, soit je me reprends en main et je fais quelque chose que je peux apprendre. Et donc là, je tape sur Google comment faire de l'argent en ligne avec du marketing, quoi. Enfin, sur YouTube même. Ok, et là, tu tombes sur les webinaires ? Et non, pas du tout. Okay. Là, je tombe sur Iman Gadzhi, okay. qui fait des vidéos là-dessus. Iman Gadzhi, on parle de l'époque où Iman, il a encore l'acné sur lui. Okay. Donc, ça fait depuis un petit bout. Et il parle de media buying ou je sais pas quoi. Et moi, je comprenais pas la différence entre un CM et un media buyer. Je dis, c'est la même chose comme travail. Pas du tout. Et en fait, je commence à me former en fait, sur le media buying. Donc, j'ouvre mon compte pub sur mon compte perso. Je commence à faire des trucs. Je lance pas des campagnes, mais je mets les campagnes en brouillon. Je regarde comment ça fonctionne, tu vois. Et voilà. Et un jour, en fait, je me rappelle, c'était en janvier 2021. Non, en décembre 2021. Je vois un post sur Upworks de gars qui cherchent un média buyer, mais un post francophone dans la ville de Québec. Je me dis, attends, Upworks, c'est dans le monde entier. Ils cherchent un média buyer au Québec. Là, je postule direct. Et du coup, c'était une autre agence de marketing qui cherchait un média buyer en sous-traitance. Eux, ils chargeaient 1000 balles le client, ils me payaient 200. Et c'est là où j'ai commencé à lancer mes premières campagnes en Facebook Form à l'époque. Et ça a commencé comme ça. Et c'est en fait en mars 2021, si je continue l'histoire, où j'ai trouvé mon premier client qui faisait des Weebie. Il a mis une story, il s'appelle Florian Moncam. C'est toujours mon client. C'est mon ancien très bien, client. Ouais. Enfin, je ne le connais pas personnellement, mais qui tourne beaucoup au Québec.
C'est mon premier client Ok. infopreneur. Putain, c'est trop drôle. que Lui, je suis à avec lui. cette époque-là, il était à zéro. Non, il était à entre 30 et 50 K par mois Ok, quand encaissé. même, déjà. Ouais, avec Ok. vidéo YouTube, mais tu sais, à l'époque, maintenant, il a plus de 800 vidéos sur YouTube, tu vois, donc Ouais. il est quand même là depuis longtemps. Il était à 30, 50, mais il n'arrivait pas à scale, il y avait des problèmes de CPL, etc. Et il a mis une story, en fait, en disant je cherche un directeur marketing. Je suis directeur marketing. C'est pas vrai. Il connaît l'histoire, mais je suis allé au bluff le plus total. Je lui ai dit t'inquiète, moi, je peux gérer les ads et le tunnel et tout. Et il m'a dit OK. Et du coup, je suis rentré sur son BM, je suis rentré sur son système média à l'époque, voilà. Et j'ai dû apprendre en fait au fur et à mesure des problèmes qui arrivaient pour pouvoir avoir des stats qui augmentaient. Du coup, j'ai commencé par un infopreneur qui était sur du Webi dès le début. Ok, donc tu y es allé pas forcément activement, mais tu as évolué là-dessus naturellement. C'est ça. Euh, Comment il t'a fait confiance parce qu'il faisait déjà 30-50K. Enfin, tu donnes pas ton marketing à ta boîte qui fait 500 000 à n'importe qui. Effectivement. Bah, il avait un ancien CMO, je peux pas raconter l'histoire, mais il avait un ancien CMO où les relations n'étaient pas tip top. Et en fait, il me posait des questions sur comment est-ce que moi je comptais améliorer son histoire par rapport à ce qu'il me disait. Et on se parlait par vocal, tu vois. On disait, bah voilà, moi je pense que je peux faire ça, ça, ça. Je vais venir tourner des publicités avec toi, etc. Et en fait, on avait un package plus complet. Enfin, j'avais un package plus complet que son CMO. Et en fait, il a dit, bah en fait, quitte à avoir des CPL à 30 balles en ce moment, si quelqu'un peut me le descendre de moitié au moins, tu vois, il va faire confiance, donc il m'a mis dessus. Ouais. Ce qui est le plus important dans une business comme ça. C'est ça, c'est c'était. ton En fait, j'ai CPL. donné en fait plus que ce que j'aurais dû. Et je me dis, bah en fait, pour avoir la collaboration, je vais faire le max que je peux. Si c'est une porte ouverte vers la suite, et ça a été une très bonne décision. Ouais, mais j'ai vu sur Insta, t'as une photo avec lui où ça fait un peu en mode. Ça m'a fait penser à qui? Je sais plus. Ouais, c'est un mec comme Jean Hollander en France Ouais. avec son client historique qui était. Jeudi. Non, pas jeudi, il a une offre avec lui, mais son client où il est. C'est quoi? La prise de parole. Non, lecture rapide. Ah oui. Et tu sais, il en parle à chaque fois comme son truc, tu sais, son client phare. Toi, c'est lui, ton client Ouais, phare. c'est Flo, mon client fort. On a fait. Tu travailles toujours avec lui. Je travaille toujours avec lui. C'est toujours mon client. Enfin, je dis client, mais en fait, avec le taux de rétention de 2-3 ans que j'aime pas utiliser le mot client. Mhm. C'est ami, collaborateur, parce que des fois, il me met sur des projets connexes, etc. Donc, oui, c'est un client de l'agence, mais c'est plus que ça aujourd'hui. Ok. Parlons un peu de ce client-là. Parce qu'après, tu as développé une offre autour de cette chose-là parce qu'elle marchait bien. Parce que Euh, c'est ce que je savais faire. Ouais, parce que tu as appris avec lui au fur et à Ouais, mesure. Et donc, tu as été. Moi, ce que j'aime bien dire dans les métiers qu'on fait, c'est qu'on est payé à apprendre. ouais. Et si on apprend bien et vite, ben, on sera forcément meilleur que quelqu'un pour qui c'est son métier. Et on grind comme ça, et c'est vachement plaisant. Le Riverside de ce truc-là, c'est de tout le temps apprendre et en fait ne jamais te spécialiser, jamais te poser pour build ton propre business ou Ouais. ton propre truc. Ce qui est un peu le piège, mais qui est aussi. Ça dépend en fait de ton tempérament. Moi, j'adore apprendre tout le temps. Si j'apprends pas, je stagne, et si je stagne, je meurs. Pareil. Donc c'est hyper important ce truc-là. Comment tu t'es formé, comment tu t'es perfectionnalisé là-dedans? Parce qu'au début, tu faisais des pubs. Est-ce que après tu as focus un peu copywriting? Est-ce que tu fais vraiment tous les aspects? Tu es un marketeur plutôt technique ou plutôt stratégique? C'est comment tu te places? Alors, bah, tout part de la strat. Je me dis, OK, qu'est-ce qu'on veut accomplir là? Qu'est-ce qu'on essaye de vendre? Mm. Il y a des offres à 30 000, à 10 000, à 5 000. OK, qui on va chercher comme prospect, comme client? Je pars de là. Et ensuite, je me dis, OK, c'est quoi comment est-ce que ces personnes-là, s'ils sont derrière leur tel sur Meta, sur quoi ils vont interagir? Et là, je me dis, OK, à partir de là, j'ai besoin d'avoir les mots-clés. Quand je dis mots-clés, pas les mots-clés Google, mais les mots qu'ils utilisent, les champs lexicaux que ces personnes utilisent dans leur vie au quotidien. La verbatine. La verbatim, je ne sais même pas que c'était ce mot-là, mais c'est ça. Qu'ils utilisent au quotidien pour pouvoir se dire, OK, là, j'accroche. Donc, par exemple, c'était sur l'immobilier, c'était comment transformer. Tu sais, par exemple, c'est con, mais il y a des mots genre économie, épargne. C'est des mots qui sont différents en France et au Canada. Oui. Et c'est ces subtiles informations-là que tu as besoin de comprendre de ton audience, de comment est-ce qu'ils parlent. En France, tu parles d'apport, si tu parles de mise de fonds. Et c'est de comprendre en fait comment ces mots-là ensemble s'imbriquent, font que les gens résonnent ou pas avec un message. Et donc je pars du récap des closers, de clients qu'ils ont closés. Ok, dites-moi pour chaque appel de vente, c'est quoi l'avatar du gars? Il a quel âge? C'est quoi son taf? Qu'est-ce qu'il voulait faire de sa vie? Pourquoi est-ce qu'il a dit oui? Je pars de ça, je me dis ok, comment on fait pour trouver des gens comme ça? Et donc en fait, je pars de la stratégie. Et après, je suis un gars très tech. Il y a des gens plus tech que moi, mais j'aime bien mettre la main dans le système, dans le GHL, dans le méta, etc. Et dans le sens où j'écris les ads, je vais tourner les ads,
Et c'est moi qui dis à Flo la mise en scène, c'est moi qui dis le script, c'est moi qui ai mon cadreur avec moi, etc. On fait tout pour que ce soit parfait comme on a besoin. On part au montage, on supervise le montage, et ça, je le prends de mon expérience d'effets spéciaux, de comment est-ce qu'on gère la partie montage. C'est moi qui pilote le media buyer aussi sur combien de campagnes on fait, comment on pilote ça. Et aussi, je gère les tunnel builders sur la partie headline. On écrit toute la séquence mail. Parce qu'en fait, dans le système qu'on a, on prend toute la partie acquisition et on la rend cohérente. Il n'y a pas genre un media buyer d'une boîte avec un tunnel builder d'une autre boîte et des copywriters freelance. Tu vois, tout le monde est ensemble, dans la même équipe, et on fait le même travail tout le long pour que ce soit seamless. Et c'est toi qui fais l'arc narratif sur un lancement ou sur une offre? Ouais, je lui dis, on part sur ce type de prospect-là, on va atteindre ça, donc on va faire ces ads-là, ces headlines-là, ces emails-là, etc. Puis en fait, les clients les plus anciens, ils relisent, ils me valident, ils changent quelques trucs, mais ils me font confiance là-dessus. C'est quoi ton process entre l'offre, l'idéation de comment vendre cette offre et comment la mettre au grand jour? Comment tu te positionnes par rapport à tes clients? Ouais, c'est ça. Comment tu Pour leur vois offre à eux? Ouais, pour leur offre à eux, comment, si tu arrives dans une situation où tu comprends l'offre, mais le client n'est pas forcément aligné avec la manière dont tu vas le marketer, mais toi tu sais profondément que c'est comme ça qu'il faut faire. Mhm. Comment tu gères ces trucs-là? Comment tu te places en tant qu'agence? Parfois, c'est pas forcément évident. Il y a deux façons de faire, soit les anciens clients, soit les nouveaux clients. Mm. Les nouveaux clients, je leur dis, regarde ton concurrent, ce qu'il est en train de faire, et je lui explique pourquoi est-ce qu'il fait ça. Et du coup, forcément, quand je joue sur ce côté-là, le côté égo, ça marche assez bien Il pour fait plus convaincre d'argent que quelqu'un. toi. Ok. Il fait ça, donc tu dois peut-être prendre des notes là-dessus. Et pour les clients les plus anciens, en fait, c'est simple, je regarde, en fait, tout part de la data. Hein. J'invente pas des stratégies en réalité. Je regarde qui a acheté, des récaps de closers, parce que, alors nous, on fait que du high ticket, donc toujours appel de vente. Je regarde qui a acheté avec les closers, ça ressemble à quoi le sommaire des leads qui sont rentrés, leur situation, et pourquoi. C'est vraiment le pourquoi ils ont acheté. Et du coup, par exemple, on s'est rendu compte avec Flo, sur un des offres, on s'est dit, OK, les gens veulent pas juste apprendre à investir en IMO. Ils veulent savoir comment obtenir la mise de fonds. On va pas marketer l'offre en mode, on va vous apprendre à créer un parc immobilier. On va marketer l'offre en disant, on va vous apprendre à lever le financement pour avoir la mise de fonds. Le jour où on a fait ça, ça a switch. Donc le mécanisme unique du produit. C'est ça. Ok, c'est vraiment ça, super parce qu'en fait, intéressant. tout découle. Mais quand on a changé cette switch-là en disant, OK, j'ai relu l'école, j'ai dit, attends, les gens, ils sont venus parce qu'ils ont entendu que Flo avait une solution pour les aider à trouver le financement pour la mise de fonds. Et je le disais plusieurs fois, je me dis, attends, où est-ce qu'on parle de ça dans tout le marketing? Nulle part. Bah, c'est bien, les gars, il faudrait qu'on s'y mette un petit peu, parce que les gars, ils closent sur ça. Et quand on a changé ça, ça a tout changé. Ça, c'est super intéressant. C'est assez subjectif pour les gens qui sont pas dedans, qui comprennent pas ce truc-là. Mais quand tu travailles dedans, c'est des sujets qui peuvent prendre des jours, des heures, qui sont tellement importants pour les résultats. Ouais. J'ai deux exemples là, aujourd'hui, ce matin et hier, sur un client qui est en train de lancer au milieu de la franchise en restauration, la franchise en gym, la franchise en lavoto. Est-ce que c'est quoi qu'on market? C'est la franchise restaurateur, c'est la franchise. Ouais. Et en fait, si tu ouvres, tu dis, bah non, c'est la franchise qu'on market. Tu as un marché qui est énorme versus le marché restaurateur qui peut être aussi très très bien parce que très spécialisé. Mais tout ce truc-là, en fait, ça se met à la strate, ça a l'air insignifiant, ça a tellement d'importance. Ah oui, parce que ça a l'air un petit décalage, Ouais. mais l'impact que ça a sur toute la suite, puisque tes ads, tu dis par exemple, vous voulez ouvrir une franchise, ou bien vous voulez ouvrir une franchise de resto. Et C'est là, en ça. fait, c'est deux mondes complètement différents qui se passent. Tu veux une franchise, je parle de franchise, c'est un bon exemple, mais tu veux une franchise comme investissement comparativement à de l'IMO, de la bourse, et tu vas investir dans une franchise Ouais. où tu as ton resto et tu veux développer ton resto parce que tu crois en ton concept, c'est C'est tellement ça, hein. différent. Tu C'est vois. les subtilités qui font que. Et pour autant, ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, ils peuvent tous vendre la même chose, mais c'est comment tu le positionnes et tu marketes qui fait toute la différence. Ouais. Ça, je l'ai remarqué parce que j'ai plusieurs clients dans l'IMO, dans les mêmes zones géographiques. Et en fait, c'est pas. À la fin, ce qu'ils vendent, c'est un package, on va dire, similaire. Mais en fait, c'est comment ils amènent le lead à arriver là qui fait tout. Parce que les gens, ils sont nurture tout le long dans une conception de ce que tu as dit. Et quand ils arrivent en call, ils sont en mode, OK, bah, je veux ça en fait, parce que tu m'as dit ça dans les ads, tu vois. Et c'est fou. Tout process de closing gardé, est-ce que tu maîtrises le marketing assez pour être capable de te dire j'ai la même offre, je la market de 3 manières différentes, j'ai 3 chiffres d'affaires différents? Est-ce que tu es assez confiant là-dessus pour te dire que tu es capable de faire ce genre de choses-là? La même offre, Ouais, exactement la même offre. mettons de l'IMO ou la franchise. Mettons, on va prendre un exemple parfait, acquérir ton premier Plex à Montréal, Ouais, qui était l'offre de... Enfin, peu importe. Acquérir ton premier Plex à Montréal,
tu la marketes de 3 façons différentes. Donc quand tu la marketes, c'est angle différent, avatar différent, etc. Ouais. Tu es capable de vendre la même chose, même produit, même delivery à 3 personnes différentes, aller chercher 3 résultats différents. Ouais, 100%. Ouais, ça pour moi c'est une preuve de maîtrise ça. Quand mais mettons, si je dis 100%, mais je vais te donner un exemple parce que sinon je vais sortir comme si on parle d'un truc mystérieux. Mais comment investir quand on est une femme? Comment on investit quand on est un professionnel de la santé? Un immigrant. Ou un immigrant. Au Québec, c'est une très et comment on investit quand on est jeune, tu vois? Ouais. Même offre, 3 markets différents. C'est juste le positionnement qui change. 3 portefeuilles, 3 profondeurs de poche différentes. Exactement, ça c'est bien. Et du coup, des prix différents par contre aussi. Trop bien, trop bien. C'est quoi, ça ressemble à quoi ta stack d'outils? Parlons un peu technique pour les webinaires. Je sais que c'est toujours un casse-tête. Les gens se battent sur. Alors, je sais pas si t'es sur System.io. Est-ce que tu as subi le crash de hier? Non, System.io, on a arrêté, nous. T'as bien fait parce que hier, ça a craché, ça a repris, ça a recraché, ça a repris. System.io ou Webinar Jam? Parce qu'il y a tout qui crache. Non, Webinar Jam a craché il y a 2 semaines, mais System.io a craché hier. Mais sans explication, moi je trouve ça fou. C'est la 2e fois qu'il le fait. Il l'avait fait au Black Friday l'année dernière. En fait, ils crashent parce qu'ils ont changé le design de la LP ou je sais pas ce qu'ils ont fait, ils font ce qu'ils veulent. Mais il n'y a pas de communication. Et toi, tu spends dans le vide, en fait. Et en plus, ça te met ton business manager à risque parce que tu envoies des personnes sur Meta sur des pages blanches. Donc Meta, s'il le capte, il aime pas trop. Et en fait, ouais, tu spends dans le vide, quoi. C'est des URL morts ou carrément ça load, mais c'est blanc? 404. T'envoies ton trafic sur du 404. Écoute, j'aurais dû venir avec un t-shirt GHL. Nous, on est passé sur Go High Level il y a 2 ans. Ouais. On est passé là-bas parce que c'était une solution tout en un. Alors à la base, moi, j'aime pas les solutions tout en un parce qu'il y a toujours, ils sont pas bons dans un truc. Ouais, c'est ça. GHL, je sais pas avec quoi qu'est-ce qu'ils mangent les mecs, mais toutes les semaines ils nous sortent des mises à jour sur des trucs aléatoires. Là, à l'heure où on tourne ce podcast-là, ils sortent l'update des workflows, ils les mettent enfin à l'horizontale avec des multi-triggers, ce qui est assez insane pour l'occasion. Qu'est-ce que ça change techniquement? Parce que je vois très bien de quoi tu parles, mais le truc de multi-trigger, je capte pas. Parce que habituellement, tu peux avoir plusieurs triggers. Par exemple, Zap, un trigger. Tu peux faire la même chose que dans Zapier, mais au lieu de faire plusieurs Zapier avec un trigger par Zap, tu mets plusieurs triggers dans la même automatisation GHL. Donc tu peux faire déclencher des webhooks, plusieurs webhooks depuis la même automatisation dans GHL. Ok, je comprends. Et en fait, tu peux avoir des branchements qui sont différents selon. Au lieu d'avoir des if qui conditionnent une réponse, t'as pas de if, t'as juste une ligne par trigger. Okay. Donc tu simplifies l'automatisation, on va dire. Donc ouais, en termes d'outils, nous c'est principalement Go High Level maintenant sur lequel on travaille pour autant les landing pages, autant les emails, autant le hosting de formation. On a arrêté parce que c'était pas le plus efficace, on est resté sur School. Mais ouais, la base mail, les contacts, même les SMS, à part pour les clients francophones, on fait un petit peu de ClickSend et un mélange ClickSend Twilio. Pour les webinaires, on est sur Zoom. Je sais que on est sur Zoom Meeting et Zoom Webinaire. Et Zoom Webinaire, c'est bien. Hein. Moi, j'aime bien. Mais je sais, tu m'en avais parlé longuement. C'est parce que Webinar Jam, je suis traumatisé par ce logiciel. Ouais. Parce que eux aussi, des fois, ils aiment bien cracher le mardi soir à 19h. Je sais pas pourquoi. Mais pareil, tu mets 4000 balles de ads et puis voilà, débrouillez-vous. C'est ça qui est fou dans cette industrie, c'est qu'en fait, tu dépends de plein de trucs, mais t'as aucun contrat qui te relie en fait. Genre, imaginons tu fais un lancement tu vois, les gros lancements à plusieurs centaines de milliers qu'on fait en France. Moi, je demande à Megatech d'avoir 3 backups. Je veux du StreamYard, je veux du YouTube, je veux des backups, peu importe quelle saison. Je veux que pendant le dry run, le truc d'essai, il y ait 3 trucs qui se déclenchent et on fait planter les trucs pour voir comment ça réagit derrière. C'est pas possible. Tu peux encore arriver à ce niveau-là au niveau de backup, mais je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Nous, sur Zoom, Zoom, ce qui est bien, c'est que c'est très très stable. Ouais. Comme c'est un logiciel de meeting d'entreprise, ils peuvent pas se permettre de planter, tu vois. À part si Microsoft ou Azure pète, ou je sais plus, je crois qu'ils sont sur AWS, mais à part si un truc comme ça explose, et là c'est tout le monde, tu vois. Mais Webinar Jam, j'ai trop de catastrophes avec ça. Les gens sont de plus en plus sur YouTube Stream, pour plusieurs raisons d'ailleurs, on pourra en discuter, qui sont assez intéressantes. C'est le partage d'audience en fait. C'est un truc que j'avais pas capté, mais quand tu peux utiliser StreamYard et tu peux mixer les channels, et en fait, quand tu fais un webinaire sur ta chaîne, tu as la notification. En fait, tu fais venir des gens, pas dans le cercle de ton tunnel, mais juste que la personne elle a une notification sur YouTube où tu arrives dans le feed YouTube et tu profites de tes invités que tu peux payer cher, et en fait, eux ramènent leur audience parce qu'ils ont leur notification chez eux. Ouais. Et en fait, ça fait de la traction pendant le live que tu n'as pas forcément si tu passes par un webinaire ou un Zoom parce que tu es extérieur à ça. Donc tu dois rentrer dans le tunnel pour avoir accès au webinaire. Ce qui en fait devient une chaîne de stream comme YouTube, tu vois, où tu as les lives qui arrivent. Notamment les derniers lancements de Jean et Jody, c'était comme ça. Tu te connectes sur YouTube et en fait, tu as Jean et Jody comme une notification, comme un point de touche marketing, comme un mail ou quoi. C'est assez intéressant. Et comment tu calcules ton show-up?
par Ah rapport bah à... t'oublies ça. Ah, c'est ça, je me dis, il n'y a pas de choix parce que je me dis pareil. Bah si, tu vois les personnes en live, mais ça n'a plus forcément de sens parce que tu peux pas capter. C'est là où il y a un gros besoin en ça, c'est si quelqu'un développe ça, il sera il y aura beaucoup de clients très riches au début, des gros clients, parce que là, moi, c'est mon besoin, c'est que j'ai 200 000 leads, j'ai sur le live 50 000 personnes. Combien viennent de la connexion YouTube, combien viennent de mes trucs, j'en ai aucune idée. Ouais, tu peux Et t'as traquer pas le la clic, data de mais Webinaire Jam. Ouais, c'est ça. Tu peux traquer. Ouais, exactement. ça va pas être efficace, quoi. C'est trop chiant. Ouais. C'est insupportable. Et pareil, le problème que moi, dans ma tête, j'imagine par rapport à YouTube, c'est me dire, OK, tous les abonnés qui sont pas des prospects qualifiés, qui se sont abonnés à ton compte parce que t'es un influenceur ou t'es quelqu'un comme ça, qui vont se pointer au Webi, qui vont prendre des calls, alors qu'ils sont pas dans le pays ciblé par ta ads, ça m'a l'air d'être un énorme problème. Alors, ça, c'est un bon problème, hein, on le résout avec les IP. Enfin, Tu peux bloquer IP YouTube Ouais, tu peux, ouais. Ah, ok. Bon, bah, Enfin, pendant le call. Sur le calendrier du call, tu peux bloquer des IP. Alors, si Ok, tu prends un VPN, ok. bien évidemment. Hein. Ouais, mais dans le sens où, ouais, d'accord, mais ça veut dire que tu as un gros taux de gens qui sont présents, mais il faudra que tu saches, en hypothèse, que ton nombre de calls bookés va être très différent. Ok. Mais c'est hyper pertinent ce que tu dis là. Mais c'est une problématique auquel on va faire face. Que C'est pour ça que j'ai pas encore testé le YouTube. Si j'ai des clients, par exemple, je sais pas encore pour Flo, tu vois, il a beaucoup de gens qui sont en Afrique qui le suivent, mais lui, il vend des gens au Canada. Donc si je me mets à faire des webinaires sur YouTube avec lui, sur sa chaîne YouTube, je suis pas sûr de la pertinence de l'audience, parce que les gens, là-bas, ils pourront pas faire des trucs en IMO ici, tu vois. Ouais. Si c'est un truc global, peut-être sur du e-com ou de la formation de devenir monteur vidéo ou de la beauté ou quoi, peut-être, si ton audience, elle est globale, mais sur les trucs très spécifiques où tu as besoin que les gens soient dans le lieu, ça peut être un peu délicat, je pense. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, c'est aussi un support vidéo. T'es pas obligé de la mettre en public. Hein. Tu peux le mettre en privé, ton truc sur YouTube. Et là, en fait, faut que tu leverages juste la stabilité de YouTube. Ok. C'est surtout pour ça, hein, de base. Et en fait, c'est récemment que j'ai vu que tu pouvais faire un partage d'audience. Et ça apporte de la valeur, pourquoi pas. Mais oui, effectivement, ça apporte d'autres problématiques que tu as dit. C'est quoi tes métriques phares de webinaire? Qu'est-ce que tu regardes en premier? Si je te dis des métriques... je sais pas, je te dis le dernier lancement que j'ai fait, qu'est-ce que tu veux savoir pour savoir si ça a été un bon lancement ou pas? Quel stade je te donne? En fait, avant d'avoir les stats, il faut que je comprenne ce que tu vends. Partons sur édition vidéo, montage vidéo. Édition vidéo, c'est quoi la cible 18-24? Bah justement, c'était un peu le sujet du on s'est planté. On s'est planté. Non, parce qu'en fait... la cible, là, c'était du... Ouais, c'est une niche relativement jeune. Hein. Ouais. Tu sais, ça dépend les brackets, mais en gros, les débuts de carrière montage vidéo, ils ont 15 ans. Donc mais le 18-24, c'est déjà des gens qui ont potentiellement peut-être 2-3 ans d'expérience. C'est quoi le target cible de CA sur ce genre de gens? De CA par vente, par personne? Ouais. Bah justement, c'est un peu compliqué ça, c'est entre 1000 et 3000 euros. Ça revient sur le point strat. Parce qu'en fait, n'importe quoi que tu vas me dire en termes de stats avant, je vais dire ok, mais si tu me dis 8 balles le CPL pour toi et moi pour Flo, mais à la fin l'offre change, ça veut rien dire. Okay. Donc au niveau des stats, il y a des trucs globaux en mode ok, sur le nombre de gens qui s'inscrivent, tu fais 20% d'opt-in sur ta page, et encore là, tu vois, à qui tu parles. Ouais. Tu sais, moi j'ai un client, et c'est pour ça que c'est difficile de répondre à la question, parce que ça dépend de oui, ça dépend trop de ce que tu vends, mais il va falloir que tu me donnes des réponses. Les gens veulent des réponses. Je vais te dire, ok, les gens veulent les réponses. Alors, le taux de présence, le taux de présence du Webi, le taux d'inscription. Oui. Donne-nous des benchmarks de toi. Okay. En termes de taux de présence de Webi, on essaie d'être entre 25 et 40%. Ouais. Ça va dépendre des niches. 25 et 40%. Taux d'opt-in, même pas. Taux d'open rate de tes mails. On essaie d'être au-dessus de 30-40%, dans les personnes qui viennent. Bounce rate des emails en dessous de 1%. Bounce rate, pour expliquer, c'est juste le taux de rebond des emails dans les boîtes mail. Donc faites bien du warm-up sur vos emails, c'est important. Taux d'opt-in entre 20 et 35%. Pareil, ça dépend de plein de choses. Mais là, j'ai des chiffres, mais je vais donner des brackets. Oui, il faut. Et CPL... La plus dure. Je ne sais même pas si je peux répondre au CPL. Allez, entre 8 et 25. Entre 1 et 100. Le bracket, il est insane. Non, entre 8 et 15. Entre 8 et 15. Okay. Mais c'est vraiment... ça dépend de ce que tu vends derrière, tu vois. Ouais. Parce que moi, j'ai une de mes clientes qui a des CPL à $6 canadiens. Et elle tape à 37% de show-up. Tous ses webis, elle cap. Et en fait, ils n'ont pas assez de closers pour booker des appels. Donc, tes stats sont compressés par rapport à la taille de l'équipe. Bien sûr. Et parce qu'en fait, elle a une très grosse présence sur les réseaux sociaux, qui fait que son audience, ils sont toujours à fond. Ouais. Donc, c'est bien. C'est des gens chauds qui sont dans les starting blocks. Mais qui n'ont pas tous l'argent. Ouais, ok. Donc, c'est très cool les stats. Mais nous, on veut faire de l'argent à la fin, tu vois. Oui. Donc, on peut faire sinon, on fait des lives caritatifs.
Mais c'est pas le but du jeu, tu vois. Moi, pas pour mes clients en tout cas. D'un autre côté, tu as des gens qui cherchent des gars qui ont déjà 100K prêts à investir pour passer à l'action. Et du coup, le CPL, le CPL à 5 euros, et il me dit, bah non, c'est pas qualifié tes leads là, tu vois. Ouais. Eux, ils sont prêts à payer 10 fois plus cher le lead, sans déconner, pour avoir des mecs qui ont les fonds, tu vois. Et dis-toi qu'aujourd'hui, on est en train de passer certains opt-in de Webi avec des questions à l'opt-in pour les inscrire ou pas, les mecs. Ok. Tu fais quoi ça, c'est hyper important. C'est hyper intéressant. Tu fais quoi des personnes qui sont pas qualifiées, que tu estimes pas qualifiées via ce formulaire-là? Pour le Webi, Ouais. on leur met une VSL. Et là, après, il se passe quoi, la VSL? Mais comme ils sont toujours pas qualifiés, on leur dit juste qu'ils vont être appelés. Et tu Mais mets ils pas, partent dans un tu mets petit pas pipe. une petite offre affiliée, low ticket, il y a du Non, trafic. ça on n'a pas. Il y a du C'est trafic. une bonne idée, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. On Faut pourrait le mettre du faire. produit. On pourrait le faire. On va leur vendre un petit low ticket à 27 euros. Ok. Mais on le fait pas encore. Mais effectivement, on essaie juste de pas loader le pipeline de leads pas qualifiés pour recruter 15 000 closers et des setters pour aller courir après tout le monde, tu vois. Tu fais des formulaires. Est-ce que tu peux. Nous, on le fait. Est-ce que tu utilises iClose? Tu utilises Calendly? Tu utilises quoi comme. Là, tous nos GHL? clients en ce moment, ils sont directement sur GHL. Ils sont sur Ok. les formulaires de GHL. Et On explore Cal et iClose pour l'instant, mais on l'a pas encore testé. ok, je pourrais te connecter avec le gars d'iClose si tu veux. Tu peux faire des formulaires conditionnels sur DHL avant de proposer le call. Ouais. Bah, comme le CRM est tout intégré, nous, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a des pages de qualification. Dans les gens, ils cliquent sur le lien de prise de rendez-vous. Ils ont une page de qualification et des questions, et selon la réponse, on les envoie vers un agenda de booking. Et là, en fait, comme il y a un sticky contact, ça re-remplit les infos qu'il a mis juste avant dans le form. Et après, il a juste à choisir une date. Donc, c'est à la mano ce que fait iClose automatiquement, il me semble. Ouais. Mais on peut le faire avec GHL parce que du coup, la data se suit vu que tu es dans le même CRM. Et s'ils sont pas qualifiés, suis-nous sur Instagram. Tu vois, c'est ça le plan. Ouais, ok. Et par contre, ils rentrent dans le CRM, mais genre à recontacter, tu vois. Comme ça, les setters, ils les ont, mais c'est pas les prios. Quelle a été ta plus grosse influence sur un webinaire? Combien de personnes au maximum tu as eu en live? Pour les clients que j'ai eu en live, c'était, je pense, 800 personnes. C'était les webinaires de janvier. C'est les webinaires des nouvelles résolutions de tout le monde. C'est ceux-là les plus gros pour nous. Janvier en France, ça va être la guerre atomique J'imagine bien. sur les CPM. C'est Q4. Et là, c'est genre tout le monde en mode c'est la fin d'année. C'est Puis heureusement, insane. les gars, c'est la révolution. C'est maintenant qu'il faut se lancer. 2026, c'est votre année. Ça, c'est... Moi, j'ai mon plus gros projet en fin janvier, un autre très gros fin février, début janvier, pardon, et un autre fin janvier. Et toutes les semaines, là, je dois recevoir un appel. Ouais, tu lances quand? Début janvier, fin janvier. Combien de budget? Là, je peux pas les communiquer, mais énorme. Ils me font, oh putain. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un game de à qui va aller plus haut, Ouais. mais il n'y a pas de stratégie en mode, ah, il le fait à ce moment-là, bon, je vais le faire plus tard. Tu sais, c'est toujours, non, je vais le faire là, et Ouais, je vais le bon. faire mieux. Et du coup, c'est assez marrant, ce truc-là. Ouais. Non, on n'est pas encore arrivé à ces chiffres-là. Même avec le nombre d'inscrits que vous avez de votre côté, on n'est pas encore à ces points-là. Après, vous, c'est France au complet. Moi, c'est souvent Québec Québec, avec c'est des petites compliqué, audiences, tu vois. C'est compliqué. C'est un monde un peu différent. Même pour la France, moi, mes clients, ils se peinent pas tant que ça. Mais comme ils vendent des gros 5 000, 10 000 les programmes, c'est un petit peu différent. Tu travailles avec Flo, tu travailles avec Cory Albert aussi. Ouais, j'ai couru Albert en tant que client. Ouais. Je pense que les gens le connaîtront là sur le podcast. Je l'ai croisé Ceux qui- au ceux qui l'écoutent, Elevate. Comment ça se passe avec lui? Parce que c'est la même niche, c'est l'immobilier. Ouais, mais du coup, Est-ce lui. qu'ils sont. Bah là, c'est un bon exemple. Ils ont à peu près la même offre. Ouais. Dans le back-end, tu m'as dit qu'ils étaient set-up différemment. T'en as un qui fait du financement, l'autre qui monte sur des opérations avec ses clients. En fait, à l'IMO, à un moment, ça se rejoint tout ce que tout le monde fait parce que tu vois pas, t'as pas à part des nouvelles lois qui sortent, l'IMO, ça se ressemble pas comme du AI, tu vois. Donc, enfin, ce qui est vendu est quand même similaire, mais en fait, c'est la densité de ce qu'il y a dans le package qui va changer, puis ils ont plusieurs offres, tu vois. Mais en front, ils se connaissent les deux, ils sont potes, on va dire. Et en soi, comme le positionnement est différent, il y en a un sur les jeunes, un sur les immigrants, de mon appart. Ok. Ouais, je l'ai vu en conf, il est très bon, Cory Albert. Il parle bien, et puis il aime ça se voit. Et en fait, mais c'est un point qui est intéressant parce que du coup, tous mes clients de l'agence sont arrivés en bouche à oreille. J'ai lancé les ads de l'agence en août. Donc depuis 2021, tous mes clients sont arrivés en bouche à oreille. Ok. Et tout part de Flo. Parce que Flo m'a mis dans ses stories. Puis Cory, il a vu que j'étais dans les stories d'un autre gars. Puis des gars en Belgique, puis des gars en France. Sont tous arrivés par bouche à oreille. Ouais. Quand tu fais du bon travail, ça arrive. Ben, avec des taux comme ça, où puis tu t'es souvent dans les stories, tu te dis, putain, c'est qui ce mec? Et c'est comme ça, ouais. Mais du Trop coup, bien. ça a été. Donc, même dans la même niche, c'est possible de travailler ensemble. Mais tu sais, par exemple, si j'en ai un autre qui vient là au Canada et que j'ai encore Cory et Flo, ben, je vais lui dire non. À part s'il fait, par exemple, tu vois, genre, je sais pas moi, du flip ou un truc qui a rien à voir avec l'investissement,
ou qui fait autre chose dans l'IMO, il fait du Airbnb par exemple, là je peux le prendre. Mais s'il fait la même chose que Cory et Flo, j'ai une limite par pays en fait, parce que sinon je vais commencer à concurrencer mes CPL moi-même comme un con, et ce serait pas smart. Le marché de l'IMO en France, il est sursaturé. C'est une réalité. Genre, si tu fais pas, je te dis ça par expérience, on s'est massacré les dents avec une offre peu différenciante. En fait, on stagnait, on n'arrivait pas à taper un peu plus haut parce qu'on n'arrivait pas à trouver cette créativité et ce truc en plus Ouais. dans l'IMO. Parce que le truc en plus dans l'IMO, ton back-end, il est engageant. Ça veut dire que soit tu as une solution de financement, soit tu as une solution de trouver des biens atypiques, Ouais. soit tu as une technique que les autres n'ont pas. Mais juste provide de l'information et de dire, bah voilà, tu fais de l'argent tu fais une opération immobilière en suivant ça, tu lèves, ta mise de fonds comme ça, et tu as ton truc, ça suffit plus. Alors vraiment, c'est sursaturé, t'as toutes les niches, les femmes, les femmes enceintes, les trucs, je dis n'importe quoi là, mais tous les segments de marché sont adressés, et tu as des offres qui viennent se différencier. Tu as notamment en ce moment l'énorme lancement, le record à l'heure actuelle de Yann Darwin, qui avait une offre de flip immobilier, Flip Express à Dubaï, avec du financement en back-end, avec ses solutions de financement et en fonds propres. Donc lui garantissait le financement, peu importe comment tu rentres. Ok. Une offre à, je crois, 10-15 000, je sais plus exactement. Wow. Garantit le financement. C'est fou, tu imagines en appel de closing, tu sais. Ouais, Non, mais oui, monsieur, on vous garantit que vous allez avoir... moi, je pense au delivery, mais ok. Ouais. Non, mais c'est complètement fou. Hein. Moi, je suis très curieux de savoir la delivery sur 6 mois, 1 an, parce que si le marché se retourne, ça va être très très risqué. Tu as des offres comme l'UDMB, qui est l'Union des marchands de biens, où là, ils viennent apprendre à sourcer des biens. Et en fait, tu viens, toi, avec ton savoir, mais pas de capital. Et quand tu as un bien bien sourcé, en fonction de la strate que tu prends, tu vas obtenir un financement de quelqu'un de l'Union des marchands de biens qui vient de financer ton bien en fonds propres, et Ok. tu disruptes les banques. Et du coup, tu connectes des gens qui ont le temps mais pas l'argent avec des gens qui n'ont pas de temps et de l'argent. Et ça fait quelque chose en back-end qui est intéressant, ça fait une belle moutarde. Mhm. Je connais très bien le CMO, Simon, que je salue d'ailleurs. Et donc, tu as toujours besoin de ça. Et ici, au Québec, est-ce que tu as besoin de ce truc-là pour performer en IMO, ou tu as encore de la place? Un autre exemple que je te donne, c'est IMO pour expat. Je pense que tu dois te faire target par ces ads Ouais, parce que tu es un Français et tu pas en France. c'est ça. Et lui, il massacre. Il a tout le monde exclu France. Et il massacre, et il a un très bon marketing d'ailleurs. Je sais pas qui c'est qui le fait, mais Je sais pas non plus. il tourne très bien. Et lui, il est très différenciant aussi. Lui, sa headline, c'est tu peux investir sans énormément. Moi, j'avais regardé pour investir en France, c'était genre 40% d'apport, un truc débile. Ouais. Et il a sur ce pain point là que chaque mec qui est en dehors de la France, qui a un peu d'argent, qui veut investir en immobilier, a déjà vu. Et là, il fait non, t'as pas besoin. Moi, je te fais investir en France avec, je sais plus, je crois, son offre, c'est 5% ou 10%, je sais plus comment. C'est hyper smart. Mais c'est encore une fois quelque chose de différenciant. En fait, là, je pense que au niveau de ce qui est possible, c'est que le Québec, en fait, de toute façon, à un moment donné, ça va saturer parce que 8 millions de personnes et pas tout le monde est intéressé par l'IMO, donc il y aura forcément une saturation. Là, ce qui va être différenciant à chaque fois, c'est de créer des nouveaux positionnements. C'est vraiment ça. Et la variable que les gens oublient un peu quand ils font des ads, c'est le branding. Hein. Le branding fait au final la différence de pourquoi un gars va s'inscrire à ton Webby et pas celui-là, tu vois. Et c'est en fait à dépense de ad spend égale et à offre égale, c'est ce qui pour moi fait la différence. Et donc c'est pour ça que en fait, moi je dis à mes clients, c'est cool le ad spend, mais continuez à faire des vidéos sur Insta, faites des vidéos sur YouTube, parce qu'à la fin de la journée, c'est ce qui va dans le temps bâtir la confiance chez vos prospects et faire en sorte qu'ils s'inscrivent ou pas, tu vois. La métrique que j'aime bien au webinaire, c'est ton client. J'ai même pas de nom à ça, mais c'est combien de fois il a assisté à un webinaire dans cette niche-là avant d'arriver au tien. Ok. Ça, pour moi, ça définit. Dans d'autres, ok. Ouais, c'est ça. Ça définit la saturation du marché, ou pas la saturation, le niveau de connaissance, le niveau d'awareness de ton marché. En France, tu as des mecs, nous on les voit en back-end dans les CRM, sur les Active Campaign ou sur les DHL. Les mecs, ça fait depuis 2021 qu'ils ont fait tous les webinaires gratuits, quoi. Les mecs, c'est leur télé du soir. On a des clients, je vois des fois les closers, certains closers chez Flow, je vois des sales cycles de 1300 jours. Comment ça? Je vois des mecs qui sont rentrés. Ok. Il y a un opt-in là. Ok. Il a été touch shot par un setter, Ouais. closer, et il les follow-up, les mecs. Hein. Pendant 2 ans. Ouais. Et c'est des gens qui viennent au challenge, ils viennent Ouais. au Webby, ils viennent aux events physiques, et ils achètent pas. Et là, tout d'un coup, mais par contre, tu les nurtures. Mais après 1300 jours, ça dépense 10K, tu vois. Donc ta LTV, tu l'as eu à 8 balles le lead, mais ils spendent 10 000, mais 2 ans plus tard, tu vois. Ouais. C'est ok, tu vois, Comment mais tu fais mais sur ta des planification petits- financière là-dessus? ouais, c'est compliqué, tu vois. T'as besoin d'avoir des mecs qui achètent rapidement. Ouais. Mais il y a des gens, ouais, effectivement, il y a un nouveau type de personnes qui regardent des Webby comme Netflix.
À quand le prochain challenge 5 jours qui massacre tout le Québec en immobilier? Et ça, faut voir qui va le faire parce que le Québec aussi, le point clé, c'est que c'est petit. Du coup, tout le monde se connaît Oui. et ça parle beaucoup vite. Il y a pas il y a pas le côté où tu vois les mecs sont à Dubaï et ils font des events en France et puis si ça parle mal, ils sont pas là, tu vois. Au Québec, ils sont là les mecs, tu vois. Et tout le monde est à peu près à Montréal. donc, euh, donc ouais, le gros challenge de 5 jours qui massacre tout. Je sais pas s'il y a cette culture du challenge au Québec encore. Ça va Des, arriver. Ça va arriver, Les mais je veux webinaires vont dire, saturer et des les gros challenges vont arriver. challenges où en fait ils font beaucoup plus d'événements physiques ici, Ouais. j'ai l'impression, qu'en France. Ouais. Peut-être que je me trompe, mais. Bah, c'est très important, ouais. Enfin, mais je pense que ça vient avec l'éducation du marché. Je pense que les gens oui, vont continuer les événements physiques, une grosse culture de l'événement physique, mais les événements bien faits, bien target sur. En fait, le physique, c'est dur d'être pas pertinent en physique. Mhm. Même si tu sais, si c'est pas franchement aligné, il y a quand même une expérience physique. Un angle marketing mal aligné en virtuel, c'est un flop total. Le mec se connecte, se déconnecte en 2 secondes. Ouais. Mais le 5 Day Challenge, le gros du Québec, franchement, j'ai même pas de date. Parce que de moi, des clients que j'ai en ce moment, eux, ils sont plus sur la régularité de. On fait un webinar par semaine et on scale comme ça, tu vois. Mm. Et après, on fait un push organique quand on a, au bout de chaque trimestre, on fait un push organique pour faire un challenge. Mais j'ai dans mes clients, j'ai pas encore de gars qui veut me dire, OK, on économise 200K et on met sur les ads. J'ai pas Ouais. encore trouvé ça. Bah, ouais, je dirais, c'est intéressant ça, c'est le fait de faire un challenge, c'est pour faire x10 sur ton volume en fait. Mhm. Sur du cold. Pourquoi le challenge? Parce que tu vas passer 5 jours avec la personne. Après, le gros des appels sont le premier jour, hein, on se le dise. Mais l'idée, c'est de passer le plus de temps possible avec cette personne-là et le 5 jours te le permet versus un webinaire où tu viens mettre la cerise sur le gâteau avec un webinaire et ils attendent juste ça pour rentrer. L'exemple parfait, c'est Serge Gattari. Moi, j'ai plein de gens qui sont là, putain, c'est chiant, on peut pas acheter direct. Bah non, tu dois attendre le webinaire pour acheter. Là, nous, on voulait voir rentrer dans son produit pour l'étudier un peu. Et on attend le webinaire en fait pour pouvoir s'optimiser et aller appeler un closer. Ah non, c'est. T'ouvres et tu fermes les portes comme ça. Le challenge, je dirais, c'est pour ouvrir grandement et en fait parce que tu as une grosse force de frappe en delivery et tu préfères. Je pense à Jean et Jody, je sais pas comment ça se passe leur delivery en back-end. Enfin si, je sais comment ils délivrent, mais c'est qu'ils ouvrent, bam, il y a plein de clients qui arrivent et ils font une grosse cohorte, boum. Ouais, c'est par cohorte, c'est ça. Hein. Voilà, tout le monde Ouais. a leurs résultats et après ils peuvent utiliser ça et c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent parce qu'ils ont une bonne delivery et en fait ils ont ce truc là d'attendre qu'il y ait des résultats, travailler, faire un post-mortem, analyser, itérer leur produit, l'améliorer et ensuite boum, ils réouvrent les portes sur un gros truc, ils referment. Etc. Ouais, c'est une logique qui est différente comme ça, tu vois. Parce que moi, mes clients de Webby, c'est beaucoup des gens qui viennent de la VSL Ouais. et qui passent en Webby. Et du coup, eux, ils ont l'habitude d'avoir un espèce de flux constant de leads. Et donc, passer sur du challenge, dans cette mécanique-là, il faudrait qu'il. Bah après, pareil, c'est la décision du CEO du business, tu vois, qui doit se dire, OK, j'encaisse d'un coup, mais dans le temps, j'encaisse plus. Et tu sais, des fois, ils ont des charges fixes, etc. Donc, la décision leur revient de savoir quel process ils veulent utiliser. On va parler, je m'étais noté, ouais, la relation client que tu as et la rétention. Donc, tu as parlé de Flo que tu as depuis 3 ans maintenant, même plus. Non Ouais. Cory, tu as depuis longtemps aussi également. Comment tu fais pour avoir une rétention client de 2-3 ans versus une agence normale qui tourne plus aux alentours de 6 mois pour les meilleurs, je dirais? C'est quoi ton équipe en interne chez Ceinturion? Est-ce que tu as des CSM? On entend beaucoup parler des CSM en ce moment. Je commence à en mettre en place, moi, sur certains business. Comment tu fais des listes? Comment tu upsell? Comment tu fais en sorte que le client il est bien chez toi, qu'il fasse un max d'argent, qu'il veut rester? Ouais, bah alors, à la base, le point clé qui fait que les gens restent, je pense, chez nous, c'est que on est une équipe sur qui ils peuvent compter. Je commence par ça déjà, tu fais ce que tu dis que tu vas faire. Étape numéro 1. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, moi, des échos que j'entends, c'est qu'ils nous ont vendu ça, mais ils n'ont pas fait ça. Ok. Donc, c'est faire ce que tu dis que tu vas faire, étape numéro 1. Ensuite, être accountable sur tes. Accountable en français. Oui. Accountable sur tes actions et sur tes échecs aussi. Et prendre le temps d'analyser tes échecs et faire en sorte de comprendre ce qui s'est passé pour faire mieux. Mais pas faire genre mettre la faute sur tout et n'importe quoi en disant bah, c'est ça le problème, etc. Tu vois. Et ensuite, c'est beaucoup de nous, et je pense que c'est ce que Vania, qui est mon OBM et ma CEO, qui va regarder cet épisode, me dit souvent, c'est que on livre trop. On livre plus que ce qu'ils ont signé pour à la base. Ça se matérialise en quoi, ça, par exemple? Tu as un funnel webinaire à sortir. Qu'est-ce que tu t'over-deliver, genre? Tu fais quoi? Ah, plus que ça, des fois, tu vois, pour entrer vraiment dans les exemples concrets, c'est plus genre, on a fait une erreur, par exemple, ça nous est arrivé d'avoir des erreurs de liens Zoom qui étaient envoyés.
ok, bah, l'agence prend en charge la ad spend qui a été dépensée dans le vide. Des trucs comme ça, tu vois. Ou, ok, les emails, il y a un problème de warm-up sur les emails parce qu'ils ne délivrent pas. Ok, bah, on pourrait dire, bah, ton email, arrêtez de faire des newsletters, tu vois. Ok, bah non, on va prendre la task de sortir l'email, mettre les DNS sur un warm-up, faire chauffer le mail et le ramener plus tard, tu vois. C'est pas dans le truc de base qu'on est censé faire, mais on fait tout ce qui ferait que notre client a des résultats. Tu l'as dans tes termes et conditions, ça? Ou dans tes contrats? Non. C'est la discussion sur Slack. La discussion sur WhatsApp, mais parlez pas sur WhatsApp, s'il vous plaît. On parle sur Slack si possible. C'est la discussion, en fait, extra-professionnelle que tu as avec eux, de montrer que t'es pas là juste pour ton chiffre à toi, mais tu es là pour surtout leur chiffre à eux et faire en sorte que leur business, il avance, tu vois. Et je pense que c'est ce point-là qui fait qu'ils ont quelqu'un sur qui ils peuvent compter sur la partie tech, la partie ads, la partie tunnel, qui va trouver une solution quoi qu'il arrive, qu'importe ce qui se passe. À l'époque des 2022-23, de la flopée de bans de comptes de Meta qu'on s'est pris à l'époque, là, avec iOS 14, bah, on était là, tu vois. On était là pour trouver des solutions, pour trouver des mecs pour acheter des comptes pubs, etc., tu vois. On n'était pas en mode, bah, les gars, votre compte, il marche plus, ciao, tu vois. C'était vraiment être là dans les bons comme les mauvais moments, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai des relations très proches avec les CEO de ces entreprises-là, qui fait que je suis là avec eux dans la tranchée tout le temps. Ça veut dire que des fois, je suis là, et on va me juger pour ça peut-être, mais moi, je me réveille à 8h du mat, des fois, je termine à 23h, minuit devant mon PC, à travailler sur mes clients, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, je travaille sur mes clients, et j'ai lancé les ads de l'agence en août, parce que depuis 2021, je travaille sur le delivery de mes clients, pour l'améliorer. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on est leur équipe marketing imbriquée dedans. Donc on n'est pas trop une agence externalisée, on est vraiment dans leur équipe, tu vois. Okay. Et c'est pour ça qu'on reste à long terme, je pense. Vous êtes des fractional CMO. Ah ouais. Ouais. On est ça, ouais. Ouais, c'est les nouveaux termes comme ça. Ouais, je dis toujours, salut, je suis fractional CEO. Ouais, c'est ça. Ok. Lui, non, mais après, c'est des beaux diapos vides. C'est des positionnements, tu vois, mais voilà, si c'est facile à expliquer, on va dire ça, ouais. Ok, trop bien. Et tu m'as posé une autre question. Tu m'as posé la question de l'équipe Centurion. Ouais. J'allais relancer là-dessus. Pendant 2-3 ans, on était 3. Ok. C'était quoi C'était moi, qui faisait plein de trucs. Un cadreur, monteur vidéo de ads qui produisait. Et quelqu'un qui faisait des tunnels des fois. Okay. Et après, le gros recrutement que j'ai fait, c'était Vania, qui est l'OBM de la boîte et la CEO, et pas la fractionnelle CEO, mais la CEO de la boîte, qui est arrivée. Et qui, en fait, elle a regardé tout ce que je faisais, tout ce qu'on faisait. Elle a dit, OK, ça, c'est un poste, ça, c'est un poste, ça, c'est un poste. Qu'est-ce qu'on peut créer comme poste par levier, tu vois. Autodidacte ou elle a appris, ou elle a été formée? Et c'est très marrant parce que dans toutes les OBM que j'ai passées en interview, c'était celle qui n'avait pas les compétences en ligne, online, techniques. Elle avait une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années dans le management de personnes dans le business physique. Ok. Et un OBM, c'est un Office Business Manager? C'est Online Business Manager, ouais. Online Business, ok. C'est aussi un autre terme, mais c'est pareil que CEO, on va dire. Et en gros, elle avait une vingtaine d'années dans le management de gens offline, donc sur des chantiers, des gestions de portefeuille, etc. Tu vois. Et je me suis dit, en fait, j'ai besoin de quelqu'un qui a cette expérience-là. Et après, les outils, moi, je vais lui montrer, tu vois. Elle connaissait pas ClickUp, etc. Elle a tout appris au fur et à mesure. Versus, j'avais passé un entretien des OBM qui étaient spécialistes du Notion, mais qui avaient jamais géré de gens. Et en fait, j'ai préféré choisir l'expérience plutôt que la tech. Et elle a appris la tech, elle continue à l'apprendre aujourd'hui. Et ça a été un des meilleurs recrutements de Centurion aujourd'hui. Et c'est elle, du coup, qui maintenant qui fait tous les recrutements. Donc, c'est elle qui valide si la personne va bien s'entendre avec le reste de la team, si la personne va bien s'entendre avec mon tempérament à moi, s'ils vont pouvoir suivre le rythme, etc. Donc, maintenant, il y a Vania, il y a Nico, qui est mon cousin, qui est mon head of content ici. On a des monteurs freelance, ils sont 4. Ils sont offshore ou au Québec? Il y en a au Québec, il y en a qui sont offshore, mais c'est des freelance. On a 2 tunnel builders qui sont sur le fuseau horaire francophone. Comme ça, en fait, quand moi je dors, eux travaillent. Et on a un média buyer qui était sur le fuseau horaire francophone, qui a déménagé à Calgary. Donc, qui a changé du tout. Je dis, attends, mais là, le fuseau horaire. Et on a récemment une account manager. Donc, ce qu'on pourrait. CSM, pour nous, comme on n'est pas sur la formation, on n'a pas trop de CSM, mais on est plus sur quelqu'un qui est account manager, qui fait mon travail de piloter la relation entre ce que le client demande
et l'exécution au niveau des tunnels et du media buying. Puis moi, en fait, je suis derrière en pilotage stratégique et j'interviens sur des sujets précis comme les meetings avec les clients. C'est souvent moi qui les fais. Ok. Tu as combien de clients en parallèle? Tu peux monter jusqu'à combien? Je peux monter chez combien? J'ai combien en ce moment? Bon, les deux. En ce moment, on est à 5-6, je crois. Et avec l'équipe actuelle et la volonté de Centurion, on veut monter à peut-être 15 max. Ok. Ah, donc vous voulez scaler très fort là. Moi, je connais des agences qui ont plus de clients que ça. Hein. Ouais, mais ça dépend après sous quelle modalité. Bah là, c'est le modèle, ça va être le Webi. Hein. Ça va être le Webi. Webi en rev share ou t'es Non, alors, les anciens clients qu'on a, on a encore du rev share sur eux parce qu'on fait plus que du Webi. En fait, on gère leur page de vente, leur calendrier, tout ça, etc. Là, on est en train de développer un système où on est en fixe. On est en fixe price. Il y a setup. S'il ne fait pas de Webi, il faut installer tout le GHL, les automatisations, etc. Donc, il y a un fixed price au début. Et ensuite, on va être avec un prix par Webi, avec un minimum de 2 Webi par mois. Ok, intéressant. J'ai jamais vu ce modèle. Donc, ouais, on a inventé des trucs. Donc, tu as un forfait. Ouais. Prix par Webi. En fait, pas de retainer. En fait, le truc, c'est de dire, ok, comment est-ce que je rends ce truc standardisé? Ouais, non, mais c'est archi intéressant. Comment je productise le truc de Webi, tu vois? C'est trop bien. Et je me dis, ok. Le Webi à la carte. Mais minimum de Webi par mois. Ouais. Donc 1 ou 2 semaines, tu vois. Ouais, parce que sinon, ça vaut pas le coup de venir déployer les équipes, faire la recherche. C'est ça, mais il y aurait un frais de setup. Il y a un frais de setup où tu installes le tout, on écrit les emails, on fait le montage des ads, on bâtit toute l'infrastructure. Et soit ils partent avec. En build and release, ouais, c'est ta vocation de faire. Enfin, c'est une non, la vocation, c'est de garder l'agence quand même. Mais je me dis, en fait, je veux bâtir le système. Et quand on bâtit le build, on va faire 1 ou 2 Webi avec eux pour qu'ils voient en fait nos compétences à optimiser. Et après, ils se disent, OK, en fait, c'est plus smart que je les paye en fixe pour gérer l'optimisation et tout. Et que eux se concentrent sur la partie CSM, vente, etc. Que de faire autre chose. Parce que le rev share, en fait, on le faisait avant. Et sur nos anciens clients, on le fait encore. Parce qu'on fait plus de choses. Mais là, si je veux productiser, pour les nouvelles offres, on fait plus de rev share parce que déjà, à traquer, c'est un enfer. Avec les head of sales et les tableaux dans tous les sens. Tu peux que être à la confiance. On court après les mecs pendant 1000 ans, laisse tomber. Et je me dis. Plein de frictions, plein de discussions de merde. Et moi, j'augmente mes coûts sans savoir comment je vais gagner, tu vois. Je dis non, je vais faire autrement. Je vais faire un frais fixe où on facture maintenant au Webi avec un minimum de 2 Webi par mois. Et comme ça, en fait, quand j'ai des clients qui prennent l'agence, je sais combien je vais gagner dans le mois qui arrive, tu vois. Et le but, c'est de productiser le système. Ça, je sais plus c'était qui faisait ça. C'était pas Rambosi. C'était un gars qui, je crois, alors j'ai peur de dire une bêtise, mais il a l'accompagnement Black Sheep sur Insta. Tu sais, c'est les gars qui ont des coachings, qui ont 2000 abonnés sur Insta, là, mais les mecs qui font 5 millions par an, tu vois. Ça me parle, ce genre de gens, bah eux, okay. Que j'ai suivi, c'est vraiment productiser le service d'agence. Et tu as fait les maths entre un produit productivisé avec du volume et 5 clients rev share que tu scales très très fort. Ouais, en fait, c'est pas des maths chiffrés, c'est des maths, des métamaths. C'est la quantité de stress et de problèmes que tu as sur du rev share versus quand tu es un prestat au fixe. Et ce que je veux faire de ma vie. Et je me dis, bon, j'ai pas des parts dans leur boîte, tu vois. Bon, il y a les rev share, mais j'ai pas des parts dans leur boîte. Donc je me dis, c'est la quantité de stress que je suis prêt à accepter parce que après, tu vois, quand tu gères tout le marketing et tout le système, ben, quand c'est l'heure du Webi, qu'il n'y a pas beaucoup de show-up, c'est de ta faute. Hein. Et du coup, le rev share, il dépend de ça. Donc je me suis dit, non, je vais faire ce qu'on faisait en rev share, on va dire, mais en version plus light, standardisée, en fixe. Et en fait, là, le but, c'est d'optimiser les coûts en fait, de l'équipe que ça me coûte par Webi, que je travaille là-dessus, en fait. Ok, super intéressant. Et ça fait du sens si on veut scaler avec ça. Et du coup, ça ressemble à quoi? C'est une liste de courses? Genre, chaque client, chaque mois, te disent, bah, les 3 prochains mois, je vais faire 6 Webi. Et du coup, tu t'organises. On est dans le lancement de ça, mais pour les premiers qu'on a eu, c'est genre, ok, les gars, bah, là, vous avez fait le déploiement de Webi, se passe bien. Ça va dépendre de leur budget pub. Comment tu upsell? Bah, tu fais le call de témoignage. Et après, pendant le call de témoignage, tu te dis, bah, on peut faire ça ou ça, tu vois. Mais ça va dépendre, en fait, surtout de leur équipe de vente. Parce qu'on a eu des cas, là, encore en ce moment, ils peuvent pas scale. Oui. Parce qu'ils n'ont pas les closers pour. Et même si tu dis, recrute un closer, bon, ça prend un petit peu de temps à avoir un mec, tu vois. Donc, 2 semaines, 3 semaines d'avoir quelqu'un qui est qualifié. Donc, quand ils se rendent compte que le Webi peut les faire scaler, ils sont très chauds. Mais en fait, ils peuvent pas faire 4 Webi par mois parce qu'il y a encore des calls de la semaine d'avant qui arrivent et machin, et puis il y a les follow-up. Donc, en fait, je leur dis, OK, bah, là, le mois qui arrive, moi, je vous conseille de faire 3 ou 2 Webi. Mais en attendant, pensez à recruter des mecs, tu vois. Comme ça, on continue à scale. Mais en fait, eux, dans leur tête, ils savent combien ça peut leur coûter max. Donc, minimum, ça leur coûte temps. Et max, ça leur coûte temps, tu vois. C'est un gros problème de notre industrie, ça. Ouais, le rev share, c'est autant pour nous sur nos revenus,
Autant sur le mec qui a sa boîte de formation, qui est en mode, alors plus je grossis, plus l'équipe me coûte cher. Alors que s'il avait des salariés, tu vois. Un bras et en fait, j'ai vu beaucoup de boîtes qui avaient des formations qui ont tout ramené en in-house parce qu'ils payent des salaires. Que tu fasses 1 ou 10 Webby, si t'as des mecs qui sont salariés, oui. ça te coûte le même prix. Tu prends une agence au rêve cher, tu payes plus cher pour pas forcément des trucs différents dans l'exécution, tu vois. Mais juste, il y a plus de gens qui viennent parce qu'ils ont monté le budget pub. Et il y en a, quand ça commence à coûter 20-30K par mois, tu te dis, attends, il y en a qui réfléchissent, tu vois. Ouais, donc c'est pour ça. C'est d'ailleurs le business model des personnes qui se partagent le gâteau des challenges en France. Après ça fonctionne. Hein. Des cuts, mais ouais, ça fonctionne jusqu'au moment où ça se développe et il y a plus d'acteurs et du coup les prix sont tirés vers le bas, mais là ils se prennent des cuts, je te les dirai en off, c'est incroyable. Le but en fait, tu vois, c'est que j'ai toujours voulu que mes clients, que notre service soit même pas une question de est-ce qu'on garde Centurion ou pas, tu vois. Oui. C'est une très bonne vision. Hein. Tu parles de la course technique. C'est une bonne transition parce que dans le modèle que tu dis, je trouve que ça fonctionne très bien. Moi, je l'ai fait au tout début, ça, avec mon service de Mediabuy qui était pas du tout développé, mais j'avais productivisé le truc et je faisais rentrer des clients à un bon volume, c'était assez cool, à mon échelle au début. Mais en fait, dès que tu as un switch de technologie, si tu pivotes pas rapidement, vite ton offre packagée qui a énormément de travail derrière, énormément de data, de delivery, etc., peut se retrouver complètement à la ramasse et plus du tout dans l'air du temps. Comment tu t'adaptes à ça? Toi, tu compares la course technologique à une guerre froide. Ouais. Ça, c'est archi intéressant parce que le jour où, laissons-nous un peu rêver sur l'industrie du Webby, nous, on essaye de voir en France comment rendre l'expérience live la plus cool possible et arrêter les Webby où tu es devant un slide et tu fais chier tout le monde. Et techniquement, fondamentalement, c'est là tout le temps la même chose et ça, c'est chiant. Tu vois. Comment on va aller dans des studios? On a notamment pris des rendez-vous pour aller visiter des studios de 3D où en fait tu viens faire ton Webby sur Mars avec des trucs de fou à droite à gauche. Toi, tu es dans les effets spéciaux en plus, du coup, c'est hyper pertinent. Sans dériver de la fonction première qui est la conversion. Oui. Donc tes slides, ton copywriting doit tout le temps être bon, mais pourquoi pas faire un truc un peu sympa, un peu marrant, tu vois. Comment t'adaptes ça? Comment tu t'adaptes à la technologie? Comment tu épouses les avancées technologiques plutôt que les garder en mode produit et du coup avoir un produit qui est complètement à la ramasse par rapport à ce qui se fait actuellement? Ouais, alors c'est marrant parce que on est très quand je vois la tech arriver, et on parlait des IA, tu vois, surtout les setters IA, etc. qui arrivent, je suis toujours très réticent à sauter le pas direct en mode ok, let's go, c'est la révolution. Je me dis ok, je vais attendre que des gars le fassent. Ouais. Je vais voir les stats. Parce que je me dis en fait, qui dit nouvelle technologie dit qu'il faut des mecs qui savent gérer la techno. Et en fait, je me demande ok, c'est quoi le gap de performance que je vais avoir en l'utilisant ou pas. Ouais. Et c'est souvent ça, parce qu'après, à la fin de la journée, au niveau des outils, c'est pas moi qui paye, c'est mes clients. Donc, moi, il faut que j'ai de quoi les convaincre que ça, c'est mieux que ce qu'on fait en ce moment. Donc, on part de là. Et je me dis, bon. C'est rarement le cas. Ce truc-là qui arrive. T'as rarement une tech qui te pète les scores en x2. Ouais, parce que même si tu me dis un setter IA versus si je prends 4 setters qui me coûtent 10 € de l'heure, en termes de suivi, stats, etc., stabilité, qui remplit des stats, ça se vaut d'un côté ou l'autre. Parce que d'un côté, ton setter IA, il faut que tu le manages, il faut un mec en tech qui gère ça ou une agence, ou tu prends des gars que tu peux gérer à la mano, tu vois. Et il y en a en fait où ils se disent, ok, quel est le lien entre la conversion que je vais avoir par rapport à l'investissement technologique que ça va me faire de développer cette solution-là versus prendre des gens et juste mettre plus d'humains dedans. Et souvent, en fait, la solution plus d'humains a été celle que mes clients ont gardée parce qu'ils avaient moins de problèmes techniques. Parce que quand ça pète dans la techno, tu contrôles rien. C'est une horreur. Il faut monter dans les logs partout de pourquoi ça marche plus. Il y a un problème et là, c'est un enfer. Donc, en fait, nous, on est très... et je dis guerre froide, le mot est important parce que c'est vraiment la course qu'ont fait les Américains et les Russes et aujourd'hui les Chinois. Mais c'est aussi par rapport je fais vraiment une analogie loin, mais des drones d'aujourd'hui où tu as d'un côté les armées qui veulent faire des armes de plus en plus technologiques et de l'autre côté un truc à 10 000 balles là, qui tape un missile à 1 million. Et en fait, c'est comment les drones versus... Ouais, les drones versus les trucs à 1 million. Et tu te dis comment est-ce que je peux garder une techno qui est très terre à terre, très analogue, très simple, la plus facilement débuggable possible, tout en gardant la performance des résultats. Parce que, est-ce que si je mets un setter IA, ça veut dire que mes setters humains sont moins bien? Non, ça veut juste dire qu'ils sont pas assez bons. Comment je les rends meilleurs? Et si on n'arrive pas à faire ça, comment est-ce que l'IA fait mieux? Et en fait, moi, la réflexion, c'est toujours comment est-ce que je garde le plus analogue possible avec le moins de friction possible et le moins d'outils possible.
Ça, c'est vraiment la variable de mes clients, c'est comment est-ce qu'on fait, on fait le plus simple possible. Parce que forcément, quand on vend des outils d'IA, c'est toujours la solution merveilleuse à tous tes problèmes, jusqu'à que ça plante. Et en fait, bah, mes clients, la course aux outils, c'est moi qui gatekeep ça. Et des fois, je leur dis, on a besoin de ça, ça, on n'a pas besoin. Ça, je vous dirais que pour l'instant, ça n'aura pas une grande différence. Ça, on peut le prendre, tu vois. Par exemple, c'était le passage de System.io à GHL. System.io, sympa comme truc, mais au lieu d'avoir System.io, Calendly, je sais pas quoi, Zapier et tout, venez, on rassemble tout au même endroit. Et là, en fait, ça fait une différence technologique. Et du coup, bah, j'ai vu le marché francophone se ramener au fur et à mesure sur GHL, tu vois. Et ça, c'était une décision de dire, OK, je regarde les deux. System.io me permet de faire ça, mais OK, pour un CRM, il faut que je vais prendre Pipedrive, machin. OK, là, je mets les closers au même endroit. Calendly, il me faut une licence par user. GHL, c'est intégré, ça me coûte pas plus cher par user. Ok, c'est cool, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est ce rapport de dire, est-ce que ça vaut la peine de changer ou pas? Et est-ce que ça simplifie les process? Ou est-ce que ça complexifie les process? Et est-ce que ça rend ça plus simple ou plus compliqué? Et à la fin, est-ce que c'est un meilleur ROI, quoi? Tu sais quoi le dernier tool que tu as intégré et qui s'est avéré bon en termes de ROI et de temps homme? Que je réfléchisse comme ça. Je pense que ce serait... je dirais dans ma tête. Parce qu'on a- GHL, j'ai arrêté. Bah, en fait, GHL fait tout. C'est bon. ils ont tellement de mises à jour, c'est fou que c'est pour ça. Mais je pense Zoom Webinaire. Ok. On était sur Zoom Meeting, mais là, je passe mes clients sur Zoom Webinaire, qui est similaire à Webinar Jam, mais qui est sur Zoom. Tu as de la data qui remonte en trigger sur. Ouais, similaire, t'as le register, t'as les gens qui mettent leur mail pour T'as le rentrer. temps d'attention. Je crois que t'as un temps minute par user que tu peux Ouais, exporter t'es en capable CSV. d'aller voir si le user a vu l'offre ou pas. Mais alors, il n'y a pas un bouton CTA. Ok. Je vais quand même mettre dans le chat le lien. Ouais. Ça se fait. Après, est-ce qu'il a vu l'offre ou pas, bah, tu regardes ton nombre de vues sur une page. Bon, voilà. Mais tu peux exporter il n'y a pas le même dashboard que dans Webinar Jam. Ok. Mais il y a moyen de manager qu'à à la fin de chaque Ouais, webinaire, d'avoir tu deux, trois exportes ton data, quoi. CSV, tu as des trucs, donc on passe dessus. Parce que j'ai aussi beaucoup de clients qui veulent garder la logique Webinar Jam, tu vois, de dire je viens, je fais mon truc, j'ai mon chat, mais les gens ne me voient pas, ils n'ont pas le micro, tu vois. Donc c'est un peu la dernière techno qu'on est en train de mettre en place pour eux. Et après, oui, en continu, chez HL, j'utilise. Ça, c'est... Moi, j'adore GHL, mais sur du volume énorme, ça fonctionne pas. Hein. Ah ouais? Bah non, ça plante. C'est vrai? Bah oui. Sur des volumes de quel type de volume? Bah, je sais pas. Bah, même, c'était une question que j'avais, genre sur du. Si tu veux envoyer du 50 000 mails jour, ça marche pas. Avec la même adresse? Non. J'ai jamais essayé. Non, ça marche pas. Attends, 50 000 payes par jour? Ouais. Ou enfin, si tu veux faire du mass mailing ou si tu veux faire. Ah, si, nous on arrive. Vous voyez, tu sais, genre des 10 000 contacts, 5 mails? Ouais. Ouais, nous on y arrive. Attends, non. 50 000 contacts, un mail. Oui, bon, ça revient au même nombre d'envois. Ok, c'est moi qui bug, c'est votre delivery. Ouais, la delivery ne passe pas, ça passe pas. T'es pas capable d'envoyer ce volume-là. Ça bloque. Ok. T'as le problème des logs sur les webbooks aussi quand t'as trop de volume à la minute, ou la prise de call au-dessus de, je sais plus, je crois que c'était genre 200 calls aux 5 minutes, un truc comme ça. Ah, ok, peut-être. Ouais. Ça bloque en fait. Ok, Et ça m'est jamais arrivé. tu peux pas. Moi j'adore GHL, mais on peut pas quoi. Et c'est une grosse question sur une grosse volumétrie. Calendly tient. Ouais. iClose tient. Beaucoup de gens disent que iClose saute parce qu'il y a eu des mauvaises trucs, mais si tu appelles le CEO Ismaël un peu avant et tu lui dis bah écoute, j'ai un énorme volume qui va arriver, mets-moi les serveurs qu'il faut et assure-toi que tout se passe bien. Je fais un deal avec lui et tout se passe bien. Tu vois. Pour vos emails, même avec des IP adresses dédiées? Bon, on pourra en reparler en off, mais Ouais. ouais, c'est un problème assez Et du coup, vous passez par ActiveCampagne? Ouais, ActiveCampagne, Et il tient. Ouais, ActiveCampagne, moi j'adore. Ok. Moi, ActiveCampagne, c'est mon CRM central. Et je dis tout le temps, quand il y a un tech guy qui arrive, je lui dis, tu utilises ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Par contre, moi, je veux tout centraliser sur ActiveCampagne. Le reste, Au niveau des mails? Ou tout... Non, de tout. Il y a quoi dessus? Par les mails, je Bah, pas. toutes les datas de CRM remontent, enfin, toutes les actions marketing partent du ActiveCampagne et après se déversent sur là où tu veux agir. Ok. Donc ton iClose va être connecté avec ton ActiveCampagne, ton ClickFunnels, System.io, peu importe ce que tu utilises, va être connecté à ton ActiveCampagne, donc va faire remonter les datas. Ton envoi d'SMS, ton envoi de WhatsApp, des techs comme SmartFunnel par exemple, dont on a parlé en off, sur les settings IA, peut être connecté à ActiveCampagne aussi. Ok. La pièce centrale, mais je suis tout à fait ouvert à bouger sur d'autres trucs. Si ça le Ouais, va. non, moi je connaissais pas l'interface là-dessus. Moi je pensais que ça avait que à faire des emails. Ouais, non, mais tu peux tout faire. Tu peux faire du lead scoring très avancé aussi, faire des formes, enfin, il y a plein de trucs. Mais c'est très archaïque quand tu rentres dessus, t'as l'impression d'être. Ouais, après moi j'aime bien moi, les trucs comme ça. J'aime bien tu sais, les trucs un peu anciens. Tu dis, ok, il faut être un gars qui sort de Windows XP pour le gérer, tu vois. Ouais. Parlons maintenant de comment tu t'informes, comment tu te formes. Tu es dans les webinaires, tu es dans la vente one-to-many.
Ouais. l'année prochaine. Est-ce que tu seras là à l'Elevate pour aller voir Russell Brunson? J'ai vu passer la ad, mais je sais même pas. En fait, mon planning dans le futur, Il faut y aller. Hein. il bouge. Mon planning bouge très vite. Le grand Russell sera à Montréal Ouais, non, mais. et va pitcher. Ouais, je vais voir si je peux être là. Hein. Ça dépend de plein de trucs. Mais pour la partie éducation, moi, je m'informe beaucoup exclusivement en fait, sur le marché anglophone parce que on avance. Ouais. Là, en francophonie, on fait que copier ce que eux font, on va dire, ou on prend la source directement là. Donc, je m'inspire, enfin, je regarde uniquement le marché anglophone pour la formation. Il y a un mec que je suis beaucoup. Je crois que lui, c'est un des plus vieux de la vieille, c'est Ben Heath Ouais. sur YouTube. Ils connaissent, c'est un gars qui a le polo bleu. Ouais, je crois qu'il a Tout le un même polo polo. bleu. C'est un gars de UK. Ouais, Il fait des vidéos sur Meta. Mais depuis, je crois, 2000, je sais pas quelle année je le suis, ce mec. Mais que des vidéos sur YouTube. Beaucoup, sinon. Des fois, il y a beaucoup de data qui passent en story sur Insta. Des petits snippets qui passent. Et sinon, certains gens que je regarde, des fois, j'ai même pas des fois des noms en tête, mais des fois, il y a des sujets Mon algorithme YouTube, il connaît maintenant ce qu'il faut m'envoyer en termes de vidéos. Mais sinon, ouais, du Russell, Myron Golden aussi. Très bon en One to Many. À l'époque d'Unlock, mais plus tant maintenant. Il y a Armozy aussi, forcément là-dessus. J'ai pas encore fait le workshop, mais peut-être l'année prochaine. Après, en fait, aussi, je pense qu'il y a autant que là, il y a la course à l'armement, là, Ouais. autant il y a le trop d'informations. Oui. Et ça, c'est un truc, mais moi aussi, je gatekeep, je fais garde-fou pour mes clients là-dessus, parce que... T'as vu le nouveau truc? Ouais. On en parlait la dernière fois en off, quand on avait mangé ensemble. Olivier Clovis, il parle du low ticket, tu penses que ça serait bien? Et là, t'es en train de scaler en high ticket, et là, tu lui fais... Ouais. Oui, c'est bien. Olivier Clovis est très bon dans ce qu'il fait, ça marche. Mais est-ce que c'est le moment de le faire maintenant pour En fait, toi? tout fonctionne. C'est ça le problème, c'est que tout fonctionne à terme si tu le fais suffisamment et que tu le fais bien. Mais tout faire en même temps, ça fonctionnera pas. Et en fait, les Américains sont très forts pour nous sortir des nouveaux termes, acronymes, pour dire qu'il y a une nouvelle stratégie et pour vendre un truc. Donc ouais, c'est surtout en fait dire ok, mais fondamentalement, qu'est-ce que ça change pour nous? Ouais. Si ça change rien, on va pas le faire, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc en mode agence. Tu gatekeep par rapport à tes clients, de fait de pas les laisser aller dans des idées trop farfelues et garder une cohérence dans le marketing et l'acquisition. Donc, j'apprends des trucs, mais j'applique pas tout non plus. J'ai une petite dernière question. Dis-moi. C'est quoi le but de tout ce que tu fais? Comment tu te vois dans 5 ans? Ouais, c'est quoi qui t'anime au quotidien pour scaler ton entreprise, etc. Alors, à la base des bases, parce que ça a été différent de maintenant, à la base, j'ai lancé la boîte pour pouvoir en fait être libre financièrement. Tu vois, tout le monde au début, quand tu commences à taper sur Internet, tu vois. Mais parce que je voulais Alors, moi, déjà, je suis immigrant français au Canada. Donc, à la base, je lance la boîte pour pouvoir rester au Canada, pour avoir un travail. Ensuite, payer mon loyer, payer mes courses. Et une fois que tu passes le palier des 10K, tout est payé, c'est bon. En fait, la suite, c'est pourquoi tu fais ça? Et longtemps, j'ai fait cette course à l'armement, pareil, entre les agences on est les meilleurs, on va essayer de prendre les plus gros clients du marché francophone, etc. Et en fait, non. Plus maintenant. Maintenant, je veux fonder une famille. Ok. Donc, il y a de ça aussi. Et j'ai envie d'avoir le temps de profiter de ma famille, tu vois. Et j'ai envie d'avoir, je vais le dire là, comme ça, 4-5 enfants. Ok. Donc, il y a une équipe qui se prépare. Et pour gérer autant de gens, il faut de l'argent. Ouais. Mais il faut du temps aussi. Du temps et de l'argent. Au Québec, tu veux faire ça? Pas trop en ce moment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien, on verra. Donc bon, ça, je sais pas encore. Mais j'ai envie de commencer dans les prochaines années, quand même, le premier au moins. Donc la logique, c'est de fonder une famille, d'avoir les ressources mais de pas avoir un business dans lequel je suis prisonnier. En mode, Brice est indispensable pour faire tourner cette agence. Donc à terme, un CEO? Ce qui est encore le cas en ce moment. Bah oui, si tu prends l'école client, ça va être compliqué. Ce qui est encore le cas en ce moment. Mais, comme j'ai d'autres trucs autour qu'on n'a pas parlé dans ce podcast, je bâtis d'autres choses, d'autres canaux d'acquisition où en fait la compétence marketing permet de bâtir d'autres types de business qui vont devenir rentables à terme. Et donc en fait, là, le but de standardiser et de productiser l'agence, c'est pour faire ça. Et en fait, c'est à terme d'accepter que je ne serai pas le meilleur. Je ne serai pas celui qu'on appellera peut-être pour faire les webinaires à 100 000 personnes. Mais c'est OK, parce que je vais rester avec mes clients qui vont faire des webinaires à 300, 500 personnes. Et s'ils voudront scale et passer à quelqu'un d'autre, it's fine. Ce ne sera pas contre moi, ce sera pour scale leur histoire. Et que moi, je reste dans mon écosystème où je suis bon. Et là où on peut atteindre le niveau de revenu que je veux par rapport au niveau de stress. Et pas sacrifier ma santé pour le travail, ce qui s'est déjà passé plusieurs fois dans mon agence. Et en fait, me dire, OK, non, c'est pas possible de burn-out encore et encore
en continu juste pour satisfaire des gens. Il faut que j'ai une vision. Donc la vision, c'est bâtir une famille dans laquelle je pourrais investir, financer. Et après, évidemment, l'immobilier, etc. Machin, pour bâtir un futur, quoi. Ça, c'est super intéressant. J'ai pas pris le temps de faire ce travail de recul, de vision, etc. Mais Je suis encore en cours, hein, j'ai pas non, fini mais de le c'est faire. hyper, c'est hyper intéressant et c'est pour ça que je te disais quand on allait manger ensemble, je dis au début du podcast que tu es un pied au-dessus niveau business et ça m'inspire beaucoup. C'est pour ça en fait. C'est que moi, j'ai pas pris le temps encore. Je suis toujours en mode grind. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que. Alors, en fait, c'est une course sans fin Ouais. où là, je suis à un stade où, genre vraiment, je me force. Le soir, je parle avec ma femme et c'est elle qui m'aide à dire non. Ouais. Tu prends mon téléphone, là, l'appel que tu as eu de proposition, tu dis non. Ouais. Genre, tu ne vas pas délivrer ce client-là. Et du coup, là, moi, je fais, ok, putain, je peux pas lui dire non. Je vais faire un contrat d'apporteur d'affaires et je lui apporte l'affaire et je prends un cut dessus, tu vois. Et ça, Genre, c'est horrible. c'est maladif. On a encore le temps, mais on pourra en parler. Mais c'est un point qui est clé parce que quand tu lances ton agence la première fois ou tu es CEO ou quoi, tu veux le plus de clients possible qui veulent te choisir en plus pour travailler avec toi, tu vois. Et les gars, ils sont prêts à te donner des 5K, 10K. Et là, à un moment, il faut dire non parce que tu peux pas suivre. Et tu sais que si tu dis oui, c'est fini pour toi. Tu te fais massacrer en delivery, si t'as pas une bonne réputation, tu et dis tout, quoi. ça, c'est la réputation. Je pense que la réputation est plus importante que la rémunération. Ouais, totalement. Est-ce que tu es prêt à entacher ta santé mentale pour assurer la delivery de ton client? En ce moment, oui. Non, mais c'est une très bonne qualité, mais du coup, le truc, c'est qu'il faut, il faut en fait gérer ton volume. Sinon, la variable, c'est t'es malade. La variable, c'est en ce moment. Ouais. Parce que est-ce que je vais continuer à faire ça longtemps? Non. Ouais. Là, le but, c'est de faire ça pendant un temps, parce que je suis encore jeune, j'ai 27 ans dans quelques semaines. C'est de faire ça pendant que je suis encore jeune et me dire j'ai encore l'énergie pour le faire, mais je sais que plus tard, je ne peux plus faire ça, tu vois. Donc, c'est me dire, ok, je me mets à fond pour faire ce que je peux faire en ce moment. Et comme j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'engagement, etc., je fais ça maintenant et j'ai bâti ce que j'ai à bâtir avec ça. Et plus tard, je verrai. Mais au moins, en fait, là, en fait, j'arrive pas à bâtir de process stable sans sacrifier de la santé. Je dois passer par des problèmes et des trucs qui explosent et des machins et des choses qui se passent pour me dire, ok, la douleur fait qu'on avance. Ça a toujours été comme ça. Ouais. Et après, une fois, tu productivises, tu contrôles ton volume. Et ça là, veut tu dire prendras aussi pas de qu'il faut recul. accepter que des gens vont arrêter de travailler avec nous. Ça, c'est très fort. Dur. Hein. Ça, c'est un. Ça, Ça veut dire que t'as pas l'ego toxique. C'est ok, genre, c'est ok. Alors, là, je l'extériorise, je le dis. Ouais. Le jour où ça arrive, c'est très chiant. Bien sûr, non, mais juste le conscientiser, c'est trop bien, quoi. Genre, moi, ça me l'a fait récemment où j'ai vu quelqu'un qui aurait dû travailler avec moi et qui, au final, travaille avec quelqu'un d'autre. Ça m'a piqué un peu au début. Après, je me suis dit, bah non, en fait, c'est trop cool. Genre, je suis pas dans la demande. Et en fait, le jour où j'ai plus été dans la demande, j'arrive toujours pas à sortir de ce truc-là. Je suis plus demandant, je suis plus dans le besoin où j'étais au début quand j'ai fait ma transition entre employé et commencer à faire du freelance. Je suis plus dans le besoin. Alors si tout s'arrête demain, je vais avoir des appels la semaine d'après, je vais avoir des projets intéressants, je vais sélectionner, je vais repartir peut-être même plus haut, tu vois, dans 3 mois. Mais j'ai toujours du mal avec ça. Ouais, c'est une quête continue. Hein. C'est pas un truc qui switch comme ça. Mais le jour où je pense qu'on atteint ça, et j'ai pas encore atteint ce palier-là, le jour où on est capable de dire, ok, c'est ok que des gens aient d'être avec nous, je pense que ça ira mieux mentalement en fait. Trop bien. On finira là-dessus, Brice. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et je te souhaite toute la réussite du monde. Merci beaucoup, puis on se voit aux différents événements à Montréal.